essentiellement, nous avions une université Tour d'Ivoire qui fonctionnait, je dirais, pour elle-même, même si elle a produit beaucoup de personnel pour l'administration, mais qui restait quand même avoir une production faible au niveau des secteurs dynamiques de l'économie, au niveau des communautés, et l'impact direct de l'enseignement supérieur et de la recherche perçue par les populations, on peut considérer que cet impact était faible. Il fallait donc revoir l'orientation, en particulier la vision que nous avions de l'enseignement supérieur. Et c'est pourquoi une nouvelle vision a été construite, qui est de faire de l'enseignement supérieur un levier du développement économique, social et culturel. Dès lors que cette vision est fixée, évidemment, la gouvernance de ces institutions devait s'adapter à cette vision. C'est pourquoi vous avez vu l'adoption de plusieurs textes, en particulier de la loi cadre, qui permet la participation de tous les acteurs de la vie nationale à la gouvernance de l'université et en particulier la présidence et la vice-présidence du conseil d'administration confiées à des personnalités du monde socio-économique. C'est aussi de répondre à la question de l'employabilité. Construire au sein de l'enseignement supérieur et en particulier au niveau des universités, des filières qui répondent aux besoins de l'économie. Construire aussi des filières qui répondent aux potentialités de développement de l'économie. Et dans ce sens, les universités se sont beaucoup professionnalisées, mais elles apparaissaient insuffisantes vu les formations de longue durée qu'elles offraient, d'où la nécessité de créer des institutions de formation professionnelle de courte durée, et c'est en cela que les instituts supérieurs d'enseignement professionnel sont apparus. La nécessité de l'enseignement supérieur est universelle, la qualité aussi, d'une certaine manière, est universelle. Il fallait donc créer un cadre régulateur de la qualité. C'est en ce sens-là que l'autorité nationale d'assurance qualité ANAQ-Sup a été créée et demeure encore d'ailleurs jusqu'à présent la seule dans l'espace francophone, autorité autonome, autorité qui nous a permis aussi de parachever l'intégration nationale de l'enseignement supérieur. Et désormais, ces systèmes sont intégrés puisque ayant la même autorité de validation, aussi bien d'habilitation que d'accréditation. Et sur la même lancée d'ailleurs, cette équité a pris aussi en charge l'enseignement de l'arabe, qui est la première langue étrangère enseignée au niveau de notre pays et qui était un peu clandestine, même si elle est la langue d'expression de la religion qui a le plus de pratiquants, à savoir l'islam. Et là aussi, donc, la réforme a permis d'avoir cette égalité de dignité entre l'enseignement en arabe, l'enseignement en français, entre la formation à distance, la formation en présentiel, entre l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur privé. Il fallait aussi toujours, dans le cadre de construire une équité, sortir de cette concentration de tout ce qui est important sur la façade atlantique du Sénégal. Et l'enseignement supérieur n'y a pas échappé, d'où cette nouvelle politique de carte universitaire qui permet le déploiement de l'enseignement supérieur sur tout le territoire national et ce qui contribue évidemment à cette équité territoriale. Enfin, c'est aussi
c'est vrai, le Sénégal est un pays où l'enseignement supérieur a une certaine internationalisation. Nous accueillons beaucoup d'étudiants venant d'autres pays, une dizaine de milliers, mais il fallait encore faire davantage et la réforme a permis de prendre en charge cette question. Une question qui était jusque-là abordée, mais de manière tout à fait insuffisante, c'était la recherche. Depuis les indépendances jusqu'en 2014, il n'y a pas eu un pilotage, une gouvernance nationale de la recherche. Et la réforme a permis la création d'une direction générale de la recherche permettant d'avoir un cadre de coordination au niveau national de la recherche, étant entendu que les structures de recherche n'appartiennent pas toutes à l'enseignement supérieur. Enfin, il fallait rendre l'enseignement supérieur attractif. Attractif pour les étudiants, pour les bacheliers, mais aussi attractif pour les bailleurs. Parce que si nous voulons un enseignement supérieur de qualité, il faut bien qu'il y ait un financement en adéquation avec les ambitions de développement de l'enseignement supérieur. Et cette réforme a permis de mobiliser des ressources jamais obtenues dans ce secteur. Il y a un mois, nous évaluions la masse de financement au niveau de l'enseignement supérieur. Nous en étions à 434 milliards en 5 ans. Et c'est à peu près 2,5 fois ce qui a été mobilisé en 52 ans. Nous évaluons. Nous avons une politique de gestion axée sur les résultats. Donc, périodiquement, d'habitude, maintenant, c'est au mois de juin. Chaque mois de juin, nous évaluons où est-ce que nous en sommes. Au niveau de la gouvernance, la loi cadre a été adoptée. Nous avons eu aussi une autre loi qui concerne le volet social, qui est la création des centres régionaux des œuvres universitaires et sociales. Nous avons tenu les ateliers pour la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie. Elle est en cours de finalisation. Le centre de mutualisation de partage est en construction et le gros œuvre est quasiment terminé au niveau de la Cité du Savoir et il sera inauguré sûrement au premier trimestre de 2018. Au niveau du système d'information et de gestion de l'enseignement supérieur et de la recherche, énormément de choses ont été faites, puisque nous avons terminé l'interconnexion de toutes les universités et aussi des établissements publics d'enseignement supérieur. Parce qu'à côté des universités, il y a actuellement l'École polytechnique de Thiès et l'ISEP de Thiès. Nous avons aussi fait un grand effort au niveau des réseaux internes. Nous avons mis une bande passante de 2 fois 155 mégas et nous avons mis à disposition, grâce à des conventions signées avec Elsevier et avec Kern Info, gratuitement sur les campus, la base de données de revues Sciences Directes et Kern Info, les revues Maçon, etc. Pour ce qui est de la dématérialisation, des pas importants ont été faits puisque nous avons mis en place la plateforme campusn.sn. La première cible, c'était l'orientation des bacheliers. Ensuite, à partir de cette année, c'est l'ensemble des appels à candidature pour les bourses étrangères. Mais nous avons aussi Sen Bourse, qui est le logiciel de gestion des bourses au niveau national. Et nous sommes en train de travailler pour que 2018, nous puissions terminer avec la gestion administrative, financière et pédagogique. Donc des efforts importants ont été faits. Ce qui n'a pas été fait, global, c'est le texte portant réforme
du Centre national de recherche scientifique, le CNRS, dont le décret existe, mais nous n'avons pas encore fait la réforme de ce texte. Ceci est lié à l'achèvement de la mise en place de la Direction générale de la recherche, la mise en place de tout ce qui est plateforme de recherche pour nous permettre ensuite d'avoir une vue plus claire de l'organisation même opérationnelle de la recherche. Alors, le Sénégal est un pays assez particulier et je m'en rends compte quand je vais particulièrement dans les pays anglophones. Lorsqu'on dit qu'au Sénégal, dans nos universités publiques, plus de 80%, parfois même on est maintenant à 90% de nos enseignants-chercheurs sont titulaires de doctorat, ceci paraît être un taux extrêmement élevé. J'ai même remarqué que pour l'Afrique du Sud, ils sont autour de 60 et quelques %. Donc, et ce taux ne va pas faiblir puisque nous avons formé beaucoup de docteurs. C'est l'une des conséquences de la politique du gouvernement, qui est une politique sans discontinuer pendant quasiment 15 ans, d'attribution de bourses de 3e cycle aux étudiants qui s'inscrivent en thèse. Et cette politique, nous pouvons la mesurer puisque nous avons aujourd'hui plusieurs appels à candidature. Nous avons eu l'appel à candidature pour les 210 postes ouverts en 2015. Nous avons une moyenne de plus de 10 à 20 candidatures par poste. Et de Sénégalaises et de Sénégalais, mais aussi de non-Sénégalais titulaires du doctorat. Nous avons lancé l'appel à candidature pour l'université Amadou Mahtar Mbow. Nous avons reçu plus de 1300 demandes, dont 1 millier de titulaires de doctorat. La même chose pour l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Pour 1000 dossiers reçus, plus de 600 sont des titulaires de doctorat. Il faut souligner que le Sénégal a une particularité, et je pense qu'on est l'un des rares pays africains, pour ne pas dire le seul, qui permet à tout Africain de faire une carrière complète d'enseignant-chercheur au Sénégal. Cela signifie que nos postes étaient jusqu'en 2015 ouverts à tous les Africains. Et quand quelqu'un est recruté, il est titularisé. Il passe tous les grades que passent les enseignants sénégalais. Et au moment de sa retraite, il choisissait d'avoir sa retraite au Sénégal ou qu'elle soit envoyée dans son pays. Et à partir de 2015, cette politique a été élargie à désormais tous les pays. Aujourd'hui, l'appel à candidature pour enseigner dans une université sénégalaise est ouverte à toute personne qui remplit les conditions. Et ceci, évidemment, élargit le levier, le vivier de recrutement de nos enseignants. Mais il y a un autre aspect aussi, parce qu'on a beau faire ça, si ce n'est pas attractif, vous n'aurez pas de candidat. Et dans ce sens-là, il y a eu depuis 2003 une augmentation des salaires des enseignants. Augmentation encore qui a eu lieu l'année dernière avec la réforme des titres. Et la fonction d'enseignant-chercheur est devenue attrayante au Sénégal. Je dirais même, elle est devenue attrayante pour des Européens, puisque dans les dernières candidatures que nous avons eues et les derniers recrutements, nous avons aussi bien à Saint-Louis qu'à Ziguinchor des Européens qui ont été recrutés et qui ont postulé, qui ont compétit et qui ont été recrutés et qui ont décidé de faire en tout cas carrière ou une partie de leur carrière au niveau de notre pays. Donc le Sénégal n'a pas, de manière générale, ce problème de niveau et de ressources humaines. Maintenant, nous avons tenu compte aussi que pour les disciplines émergentes, pour les emplois à des métiers émergents, comme tous les pays, il faut créer la masse critique.
C'est dans ce sens-là que vous allez voir que dans la réforme des titres, il a été aménagé un corps des assistants, où nous recrutons des personnes titulaires de master et qui peuvent faire carrière dans ce corps. Ceci permet d'avoir des enseignants-chercheurs qui sont des professionnels provenant de l'entreprise, parce que nous avons envie que nos étudiants aient plus de savoir-faire professionnel. C'est aussi dans des métiers ou de nouvelles filières où nous n'avons pas encore de docteurs, de pouvoir recruter des titulaires de master, de les sécuriser et de les accompagner pour qu'ils puissent faire le doctorat. Donc nous n'avons pas d'inquiétude pour ce qui concerne les ressources humaines. Jusqu'en 2012, ce qui a le plus prévalu, c'est cette priorité accordée à l'éducation de base, en oubliant que l'enseignement, l'éducation est un continuum qui va du préscolaire au supérieur. Et si on veut développer l'éducation de base, on est obligé de développer l'enseignement supérieur. Parce que le personnel d'encadrement au niveau de l'éducation de base, pour une grosse partie, provient de l'enseignement supérieur. Ensuite, la place de l'enseignement supérieur dans les questions d'innovation pour la création d'entreprises et donc la création d'emplois. Et c'est pourquoi donc on est parti d'un constat. D'abord, ce qui existe, nous allons le renforcer. L'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous allons réhabiliter la plupart des infrastructures. C'est terminé, désormais il ne reste que le rectorat et l'office du bac. Tout a été livré. Pour ce qui concerne les 4 autres universités physiques, l'université Gaston Berger, l'université Alioune Diop de Bambey, l'université de Thiès et l'université Assane Seck de Ziguinchor, étendre les infrastructures, faire en sorte que Saint-Louis puisse avoir les infrastructures pour se stabiliser à 15 000 apprenants, les 3 autres universités se stabiliser à 10 000 apprenants. Pour Saint-Louis, la grosse partie de l'extension est terminée. Il reste un certain nombre d'autres infrastructures secondaires. Pour Bambey, c'est quasiment terminé. Thiès, nous sommes dans les finitions. Et c'est Ziguinchor qui avait du retard et les travaux ont repris. Et nous pensons qu'au premier trimestre de cette année, nous allons réceptionner donc l'ensemble de ces chantiers. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait aussi créer des centres universitaires rattachés à ces pôles. Pour le nord Saint-Louis, nous sommes en train de construire le centre universitaire de Géoul, entre Kébémer et Louga. Pour la Casamance, nous sommes en train de construire le centre universitaire délocalisé de Kolda. Et ensuite, il fallait créer de nouvelles universités en rapport avec la demande, mais aussi l'orientation de la réforme. Parce que la réforme a fait un choix, c'est de réorienter notre enseignement supérieur vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques et les formations professionnelles courtes. Dans ce sens, nous avons lancé les constructions de l'université Amadou Mahtar Mbow pour 30 000 étudiants et l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass pour 30 000 étudiants. Et nous avons lancé aussi la construction des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, puisque notre espace d'enseignement supérieur n'avait pas suffisamment d'institutions de formation professionnelle courte. Aujourd'hui, nous avons 5 ISEP qui sont financés. C'est Thiès, Diamniadio, Bignona, Richard Toll et Matam. Thiès, la construction est pratiquement terminée. Diamniadio, la construction a démarré. Matam, la construction démarre à la fin de ce mois. Et Richard Toll et Bignona, nous sommes en train dans les études. Et nous allons démarrer les constructions courant 2018. Mais tout cela ne suffit pas. Parce que l'effort que le gouvernement a fait au niveau du primaire, au niveau du moyen et du secondaire, fait qu'on a à peu près
une moyenne de 5 à 10 000 bacheliers supplémentaires par an. Et pour répondre à cela, nous avons mis en place, utilisant l'opportunité qu'offre le numérique, l'Université virtuelle du Sénégal, et accompagné de ces démembrements, je dirais, physiques, que sont les espaces numériques ouverts. Et nous sommes en train de construire et le siège de l'Université virtuelle du Sénégal à Diamniadio et 16 espaces numériques ouverts dans le pays et 4 dont les appels d'offres ont été lancés. Et à la fin du programme en 2022, nous en aurons construit 50, ce qui va nous donner au Sénégal un potentiel, je pense le seul au monde, où nous avons 21 000 places simultanées de visioconférence sur l'ensemble du territoire national. À côté de cela, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes en train de bâtir la cité du savoir pour la recherche, pour l'innovation, pour la formation, pour la promotion de la culture scientifique. Et pour toujours réussir cette réorientation vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques, nous sommes en train aussi de terminer un grand programme de construction de 100 laboratoires dans les 5 universités physiques existantes et à l'école polytechnique de Thiès.